Vous écoutez Mimesis, le podcast qui met votre corps en mouvement et votre esprit en ébullition. Je suis Alex, metteur en scène et directeur de l'association Le Bazar Culturel. Passionné par les arts du geste, j'ai fondé la méthode Artistic Training pour aider les acteurs à développer leurs qualités physiques et se perfectionner dans leur discipline. Chaque semaine, je vous livre mes entretiens avec des experts de la préparation physique, de l'entraînement, de la performance ou du mouvement en général. Que vous soyez artiste, sportif ou simplement curieux, cette émission sera l'allié de votre progression. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mimesis. C'est comme toujours un plaisir de vous retrouver. Ce matin, je suis en compagnie d'Ivan Bacciocchi. Ivan est acteur, metteur en scène et pédagogue. Il est maître de mime corporel dramatique, formé au Teatro Laboratorio di Cesena, dirigé par Franco Mescolini. Il a été élève à l'école d'Étienne Decroux, qu'il a fini par assister dans son travail. Il a collaboré avec de nombreuses compagnies et enseigné dans de nombreuses écoles, l'Université Paris 8, l'École du Samovar, le Studio Magenia, l'École nationale de cirque de Châtellerault, le Conservatoire d'art dramatique de Cambrai, le Musée du Louvre, le Grand Palais, le Musée d'Orsay ou encore l'ESSAD de Paris. Il est co-directeur pédagogique et artistique de l'École internationale de mime corporel dramatique de Paris et il a publié cette année un ouvrage sur le mime corporel. Bonjour Ivan. Bonjour Alex, bonjour, merci pour cette présentation très exhaustive. J'ai aussi travaillé avec Marcel Marceau dans son école pendant plus de 10 ans. Voilà, donc en l'accompagnant dans la formation des élèves qui venaient du monde entier dans ce qui s'appelait l'école internationale des mimodrames Marcel Marceau. Voilà, mais sinon c'est exactement ça, ça a été mon travail. Ça s'est fait plutôt autour de la pédagogie, même si j'ai participé à la création des différents spectacles avec différentes compagnies et dans des mises en scène que j'ai fait moi-même aussi. Top. Et ben, tu sais que je vais interroger très prochainement Elena Serra, qui a travaillé aussi beaucoup avec Marcel Marceau. Donc c'est drôle Ouais, ouais. Ce que comme coïncidence. bien, parce qu'on était collègues à l'école Marceau quand je suis arrivé. Après elle, elle a continué à travailler avec Monsieur Marceau dans sa compagnie, dans les tournées, n'est-ce pas? Dans les tournées qu'il a toujours fait dans le monde entier. Mais on s'est bien connus au sein de cette école et même avant. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai 5 questions à te poser. Tout d'abord, si tu étais un livre. Ben, j'aimerais être un roman d'aventure. Hmm. Si tu étais un film. Un film. Oui, je pourrais choisir un film, alors c'est d'Arthur Zola. Ok. Si tu étais une époque. Une époque. Eh ben, si j'étais une époque, sincèrement, je redoublerais dans les années 70, 80, 90, oui. Si tu étais une devise, une citation. Euh, une citation. Oui, tout est beau en art, pour qu'on les fasse exprès. Ok. Enfin, si tu étais une créature légendaire. Une création légendaire, rien que ça. Euh, ben, les Seigneurs des Anneaux. Ok. Ok, top. Bon, allez, rentrons dans le vif du sujet. Comment est-ce que tu en es venu à faire du mime? Alors, je suis arrivé par des voies un peu traverses, mais je suis arrivé, on peut dire, plutôt pour un envie de faire du théâtre autrement. Voilà. D'un théâtre qui était un théâtre plus un théâtre du corps qu'un théâtre du verbe. Et pourquoi cette envie de faire du théâtre autrement? Est-ce que le théâtre tel qu'il se pratiquait avec le verbe, ça te plaisait pas? Qu'est-ce qui t'a attiré particulièrement là-dedans? Mais ça m'attirait, j'étais attiré un peu par mon époque. C'était les années 70. C'était des années où on aimait remettre en cause, à proposer des choses, à revoir les vécus qui étaient celles du théâtre, faites naturellement de grandes pièces et de grandes classiques, mais aussi de commencer à être d'un théâtre de rue, d'un théâtre alternatif, d'un théâtre d'image. C'était l'époque des Grotowski, du Prince Constant, du Living Theatre. Voilà, c'est une époque qui
apporter aux gens qui avaient envie de faire du théâtre des visions un peu différentes. Zingaro, par exemple, c'était des chevaux, mais il participait à des festivals aussi, dans lesquels les formats des théâtres étaient euh, différents que du théâtre classique, comme parfois ça arrivait aussi des compagnies de l'étranger, comme du théâtre de Bali, par exemple. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi d'autres types de théâtre qui sont nés au XXe siècle. Je pense, par exemple, si on prend une école complètement différente, l'école du théâtre de l'opprimé, on va être beaucoup sur un théâtre qui se veut populaire aussi, qui est en... tu vois de quoi je parle, le théâtre d'Augusto Boal au Brésil. Ouais. Et donc là, on est beaucoup sur la parole. Pourquoi, par exemple, c'est plus le théâtre corporel qui t'a intéressé qu'un théâtre qui se veut aussi, qui est en dehors des clous, qui est très populaire, mais qui du coup va beaucoup plus s'axer sur le côté politique de la démarche. Qu'est-ce qui a fait que ça a été l'un, pas l'autre? Mais de ma part, c'est les, les théâtres de l'opprimé, ça a été une excellente expérience. Euh, il donnait la parole au public, ça est devenu populaire. Il y avait une dynamique, comme d'ailleurs aujourd'hui il y a dans les théâtres d'improvisation, qui redonne un souffle un peu à une jeunesse qui s'intéresse à travers les théâtres d'improvisation au théâtre. Ce qui m'intéressait, c'était d'aller vers une forme de théâtre du corps qui puisse se présenter comme quelque chose à des travaillés, des recherchés. C'est pour ça que je me suis orienté vers les écoles pour pouvoir aborder une formation qui, elle, pouvait donner un peu les mêmes lettres de noblesse qu'on peut trouver dans les théâtres classiques à travers le travail des textes, des grands textes comme celles des auteurs du siècle d'or, par exemple. Donc, de revenir en format de théâtre qui n'était pas que un théâtre d'improvisation. Hmm. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de préciser que le mime, il est corporel et il est dramatique? Est-ce que le terme de mime, il devrait pas suffire à décrire la pratique? Absolument, on pourrait dire ça. Beaucoup de gens critiquaient une sorte de pléonasme en disant mime corporel et dramatique. Ce qu'on sait quand même, c'est que on a souvent, si on parle avec Monsieur Tout le Monde, on dit faites du mime, ça veut dire expliquez-nous quelque chose sans les mots. Vous voyez? Ou alors, euh, grâce à une grande présence de la danse dans l'esprit des gens, on a à l'esprit les ballets pantomimes, ces petits apartés qui font dans les grands ballets classiques, dans lesquels les danseurs ont une petite aparté dans lesquels ils corroborent un peu, ils soulignent un peu certaines parties de l'histoire. Le mime est devenu corporel par choix d'Étienne Ducroux parce que le corps tout entier devait participer au mouvement, alors que on en avait eu un héritage où les mains, les visages donnaient au mime quelque chose d'assez périphérique, comme si on pouvait par des gestes raconter l'histoire. Donc, cette implication du corps qui deviennent, qui deviennent mine corporelle, c'est un choix d'Étienne Ducroux pour dire que tout le corps tout entier devait être le sujet dramatique. Le dramatique, nous, on l'a ajouté parce que Étienne Ducroux définissait souvent son mime comme dramatique parce qu'il l'a rattaché au théâtre. Donc, ce n'est pas un mouvement dansé qui lui intéressait, mais un mouvement à nature dramatique. Donc, un mime qui se pratique avec tout le corps, donc le corps tout entier, donc de la mime corporelle, mime dramatique parce qu'il le rattache à la racine du théâtre et donc en les séparant aussi de la danse. Hmm. Donc toi, tu as été l'élève d'Étienne Decroux. Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans son école? Je suis arrivé dans son école parce que j'ai eu nouvelle de cette école. Tu as bien fait au début en disant que je commençais avec un maître italien qui s'appelait Franco Mescolini
Et dans cette école, dans ce lieu de formation, il y avait eu des élèves qui étaient là avant moi, qui étaient partis pour Paris et qui avaient donc, ils s'étaient inscrits à des écoles comme celle d'Étienne Ducroux ou comme celle de Marcel Marceau. Et cet intérêt m'a fait découvrir aussi un livre euh, écrit par un universitaire italien qui s'appelle Marco De Marinis. Le livre avait comme titre Mimo e Mimi nel Novecento, les mimes au pluriel au singulier au 19e siècle. Et donc, del Novecento, dans le 20e siècle. Le Novecento, c'est le 20e siècle. Et donc, dans ce livre, on relatait de toutes ces écoles qu'il y avait à Paris. Donc, quand je viens à Paris, je sais qu'il y a l'école d'Étienne Ducroux, et donc c'est pour ça que je quitte l'Italie pour venir à Paris en connaissance des causes. Je sais qu'il y a des écoles à Paris qui sont encore c'était l'école de Marcel Marceau qui n'existait plus. Il y avait l'école de Jacques Lecoq qui n'est plus à Paris, mais qui existe toujours. Et il y avait l'école d'Étienne Ducroux. Quand tu quittes l'Italie, du coup, tu parlais pas un mot de français. À ce moment-là, tu débarques en France, c'est complètement nouveau pour toi. Et c'est vraiment à peu près ça. Oui, on peut dire ça. J'étais incapable de tenir une discussion. J'étais venu en vacances à Paris, donc on apprend quelques mots. On fait toujours un peu de langue étrangère quand on est à l'école, mais en Italie, on les fait d'une façon très académique. Donc, c'est la fait que quand on sort là, la discussion est, est quasiment impossible. Et donc, j'ai appris le français voilà, ici, sur l'État, comme on dit, comme en venant à Paris. Ouais. C'est quoi, dans les grandes lignes, les composantes de la méthode Étienne de Croo? Si on avait le réduire aux grandes lignes, les composantes sont l'articulation du mouvement. Pour y arriver à cette articulation du mouvement, il faut savoir décider qu'est-ce qu'on articule. Donc, son idée de mettre le corps à nu et de dire, de le diviser en structures, lui il l'appelle en segments. Donc, ce corps commence à s'articuler en nommant chaque élément du corps, parce que quand on dit les bustes, c'est une chose, si on dit les troncs, c'est une autre chose, si on dit le torse, c'est autre chose, etc., etc. Donc, dans cette messe à nu, il y a l'envie de dire, voilà, comment le corps s'articule d'une façon quasiment anatomique. Comment, quel nom on va donner à chaque élément. Parfois, les noms sont très simples. Quand on dit buste, tout le monde comprend. Si on dit marteau, voilà, c'est tête et cou, il faut être initié pour le comprendre. Si on dit Tour Eiffel qui incline à droite à gauche, Tour Eiffel, voilà, il faut savoir qu'on parle de tout le corps qui fait ce mouvement. Donc, la base de ce travail, c'est cette capacité d'articuler le mouvement comme on articule les paroles. Et naturellement, à ça, ça vient ajouter la notion de rythme, de poids, de contrepoids. Et naturellement, tout cela s'adresse pas à une marionnette privée de vie, mais c'est un acteur qui met tout ça en musique et donc au mouvement. Hmm. Ça veut dire, si je comprends bien, qu'il y a une sorte d'alphabet à apprendre pour pouvoir ensuite dialoguer avec son corps. Là, les mouvements dont tu parlais, c'est un petit peu, c'est des bases qu'après tu peux, comment dire, que tu peux cumuler les unes avec les autres, que tu peux juste juxtaposer les unes avec les autres pour réussir à créer quelque chose qui va former un ensemble. C'est ça? On peut dire ça, c'est exactement ça. C'est une lexique d'abord qu'on apprend. Et oui, si on fait un parallèle, par exemple, dans ce qu'on avait hérité dans la pantomime blanche, les gestes mots, euh, c'était des formes que le public avait appris à comprendre, à codifier comme un sort de hiéroglyphe. Euh, et donc, il y avait autant de possibilités, si on voulait dire une chose ou une autre, par des conventions. Alors que dans les mimes d'Étienne Ducroux, il revient à un alphabet qui, lui, en se composant, en les réduisant, à, peut être beaucoup plus exhaustif, beaucoup plus large, beaucoup plus libre de dire ce qu'il veut dire. Et donc, ces mouvements essentiels, il y en a combien?
T'en dénombres combien à peu près? Je veux dire, on est plutôt sur une dizaine, plutôt sur une vingtaine. Quand tu dis qu'il n'y en a pas beaucoup, ça représente quoi? Alors, on divise les corps en 6 éléments, donc c'est déjà assez simple. Euh, ces 6 éléments, ils s'articulent sur une structure tridimensionnelle, donc que c'est fait de rotation, mouvement en rotation, mouvement en inclinaison et mouvement que nous on appelle en profondeur arrière ou en profondeur avant. Donc il nous ouvre déjà un travail tridimensionnel et voilà, notre espace est tridimensionnel. Et donc, à partir de là, si on pense que pour faire un mouvement tridimensionnel, il nous faut 3 mouvements, si on pense qu'il y a 6 éléments, si on pense que ces 6 éléments peuvent être structurés, articulés, mis en contradiction, etc., ça peut créer un système de mouvement quasiment infini. Ok. Quelle place est-ce que tu fais à la parole? Est-ce qu'il y en a une ou est-ce qu'elle est complètement absente? Alors, d'abord, la parole, c'est la transmission, c'est une transmission orale. Et donc, elle a une place très importante dans l'enseignement. Sur scène, c'est un choix artistique de l'utiliser ou pas. Donc, il y a pas forcément un interdit. Le travail qu'on fait, qu'on propose comme étude, il est au-delà de la parole. C'est pas qu'on a décidé de ne pas parler. On s'est dit tout simplement que ce qu'on a à dire, on arrive à le dire sans la parole, mais sans que tout cela devienne un tabou, du sens qu'on n'a pas le droit ou on a décidé au préalable de ne pas parler. Personnellement, j'ai fait des mises en scène où il y avait un texte, ou alors j'étais acteur dans une mise en scène du théâtre du mouvement où j'avais 1 heure de texte. Hmm. Donc voilà, il n'y a pas un a priori. Voilà, l'idée que le mime s'interdit de parler, c'est pas plus qu'un danseur. Ouais. Alors, je recevais il y a quelques temps sur le podcast Gilles Coulet, que tu connais peut-être, qui est pas tout à fait dans le mime, mais qui est dans une approche aussi du théâtre corporel, et qui me disait que pour lui, la parole, il y avait quand même quelque chose de très organique, que la parole, c'était presque un rejet du corps. Il y avait un truc où ça venait, en fait, ouais, c'est ça, comme si ça jaillissait vraiment de l'intérieur. Est-ce que tu te reconnais dans cette approche-là, ou est-ce que c'est assez différent? Est-ce qu'au contraire, la parole vient dire quelque chose que le corps ne peut pas dire à un moment? Comment est-ce que ça peut fonctionner? C'est c'est une étude comme un autre. On peut imaginer une parole qui vienne pour prolonger un mouvement corporel, et donc qui est la logique conséquence d'une attitude et d'un jeu corporel, comme on peut imaginer que la parole reprend sa force, sa force des dramaturgies. Donc, euh, les, les deux, il y a sûrement différents aspects. Ce que il dit est très juste, mais il fait partie d'un aspect. C'est pas forcément ça. On, on peut poser la voix pour dire des choses. On peut, sans que cela soit forcément la prolongation d'une attitude ou d'un geste ou d'un mouvement. Donc, je pense que euh, associer au corps la parole, c'est d'abord un choix artistique. Après, si quelqu'un se la sent d'en faire une pédagogie, moi, c'est pas mon cas. Dans mon enseignement, si je demande aux élèves de parler, c'est dans un moment précis, dans un contexte précis, comme on vient de dire. Ça peut être ils arrivent à libérer la parole à travers des attitudes du corps. Mais voilà, euh, pédagogiquement, c'est un cadre et artistiquement, c'est un choix. Tu dirais que le théâtre, c'est d'abord un art du corps sur lequel on peut adjoindre la parole, ou est-ce que c'est un art de la parole sur lequel on peut mettre du corps? Je pense qu'il faut pas être manichéen comme ça, même si Étienne Ducrot avait lancé une boutade dès le début et en disant que les théâtres un accident du mime, mais pas le contraire. C'est là laisser croire que c'était d'abord le corps et après est venue la parole. Mais bon, c'est une époque très lointaine, on n'y était pas, donc on ne sait pas comment ça s'est passé. Moi, je pense qu'il y a ces 2 grandes voies et
il peut y avoir un théâtre du texte qui peut atteindre des formes auxquelles les gens adhèrent, et il peut y avoir un théâtre du corps qui peut être aussi sublime. Mais je pense que, oui, les théâtres vivent de ces deux voies-là, et corps et parole. Après, il y a qui, en choisissant la parole, vont vers un théâtre d'auteur qui lui, a sa beauté, et des personnes qui choisissent d'aller vers un théâtre du corps qui s'éloigne de l'auteur, qui a aussi sa beauté. Et comment est-ce que tu ferais, toi, si ça t'est déjà arrivé, pour transposer un texte de théâtre, pour garder la beauté du texte d'un auteur, tout en donnant corps à son œuvre? Parce que parfois, le texte est tellement puissant que mettre du corps là-dessus, c'est pas forcément évident. Est-ce que tu vas travailler du coup d'abord sans le texte pour essayer de construire autre chose? Comment est-ce que tu t'y prendrais là si demain tu devais mettre en scène un texte puissant? Alors, ça m'est arrivé de le faire. Euh, C'était une pièce de Plaute. euh, et donc, le choix que j'ai fait sur cette pièce de Plaute, c'était de réduire énormément les textes pour créer, augmenter énormément les acteurs, donc avoir plus de présence physique des acteurs, et donc donner une place à des scènes où la dynamique du jeu sur scène, on disait assez pour pouvoir enlever du texte. Donc, j'ai gardé du texte l'essentiel pour ne pas les trahir non plus, parce que, en l'occurrence, c'était les Miles de Plaute, pour que quelqu'un qui voit le titre les Miles de Plaute ne vienne pas et dit, mais c'est pas du tout ça. Il faut bien qu'on ne trahit pas toute l'œuvre. On peut prendre des libertés. Alors, quelle liberté on peut prendre sur un misanthrope, vu que c'est plus compliqué, parce que comment on va sur une racine, ça dépend quelle pièce. À chaque fois, je pense qu'il n'y a pas une règle. Il y a à traiter, d'abord à comprendre l'œuvre et voir si on, en y mettant dedans quelque chose de différent, parce qu'on est un metteur en scène et on voudrait mettre en avant le corps, est-ce qu'on va trahir l'œuvre au point que ce serait mieux de faire autre chose, ou est-ce qu'on va créer quelque chose de novateur et intéressant? Étienne Ducrot lui-même avait cette phrase qui disait tout: quand un art avance, l'autre se doit de reculer. Donc, il voyait bien que si on poussait très, 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 très loin euh, un théâtre du verbe, euh, et avec des alexandrins, donc, forcément, le théâtre du corps devait forcément reculer. Et vice-versa. Donc, où c'est les curseurs, après, voilà, ça, c'est des expériences artistiques qu'on peut s'autoriser à faire. Et qui sait, peut-être à la réussite à portée de main, peut-être pas si évident. Alors, on a parlé du travail de segmentation, on a parlé de la parole. Quelle place est-ce que Étienne de Croo, est-ce que la méthode Étienne de Croo fait à la marche? J'ai vu que tu parles, toi, sur ton site de marche stylisée. Qu'est-ce que c'est que les marches stylisées? Alors, les marques stylisées, c'est un travail qui est particulier à Étienne Ducrot, qu'il a fait évoluer tout au long de sa carrière, hein, parce que moi, je l'ai connu dans une période. Alors, les marques stylisées, on peut les réduire à des choses. Quel est le transport de l'humain dans l'espace? Il faut bien se déplacer pour aller d'un point à l'autre. Bon, sa doctrine était que les drames essentiellement sur place, mais parfois on se déplace pour aller d'un drame à l'autre. Donc, il faut bien se mettre en mouvement. Et donc, cette marche, donc, c'est comment le corps traverse un espace, et à ce moment-là, quelle est son attitude. Donc, dans les marches stylisées, il prend un parti pris très clair. Euh, y a-t-il production, absence de production? Alors, absence de production le définit
comme l'homme des salons, donc l'homme vu dans l'universalité, pas l'homme autant masculin. Donc voilà. Et comment ces personnes, ou ces déplaçants, montreraient cette, comme ils définissent, cette sorte d'homme moderne qui n'a plus besoin d'agir sur la matière euh, pour produire, pour vivre. Et donc, il se contente d'avoir cette absence de production, cette absence d'effort, à laquelle il opposait des marches où on voyait qu'il appelait marche des sports, donc l'homme des sports, toujours dans son universalité, qui lui montrait l'effort comme si il tirait ou il poussait quelque chose. Donc, à partir de ces deux archétypes, donc l'absence qu'on peut voir, qu'on dit en moderne, si on prend les statuaires déjà dans ce qu'on connaît, on voit bien, est-ce qu'il y a verticalité ou non, et est-ce qu'il y a attitude de lutte ou pas, donc on voit bien qu'il y a des attitudes différentes. Et on n'a pas eu besoin du XXe siècle ou du XXIe siècle pour comprendre cette modernité. Et à partir de cette stylisation des marques, ils en ont fait différentes, et à chaque fois avec des thématiques différentes, et qui met à défi comment ce corps va d'un point à l'autre en montrant ou en ne montrant pas des choses, en montrant un sentiment, en montrant euh, une élégance, ou alors en montrant un effort, ou alors l'absence totale d'un effort. Oui. Tu fais plutôt travailler à partir d'actions ou à partir d'émotions, ou un peu les deux? Alors, on travaille rarement à partir des émotions, parce que les émotions nous importent et on a besoin de, de travailler, je parle scolairement, hein, là, c'est les pédagogues qui parlent. Ouais. On Ouais. a besoin de travailler les gens avec un rapport de retenue, presque d'archétype. Euh, et donc, on a plutôt tendance à parler d'un sentiment, un sentiment amoureux, ou alors un sentiment de peine, plutôt qu'une émotion qui, elle, ce serait quelque chose qui a déjà trop enveloppé le corps, et, et qui l'a mis déjà dans une situation quasiment d'avoir subi tout ça. Et donc, ça, c'est le premier aspect, d'être plutôt dans les sentiments qui s'entrevoient. Ça, c'est mon chat il sait toujours à cette heure-là, mais je suis seul à la maison, donc je ne peux pas rien faire. Et sinon, naturellement, il y a des attitudes qui sont en fonction ou bien en pensée, ou bien en action physique, ou bien en lutte, tirer, pousser, etc. Tu as écrit un livre sur la méthode Étienne de Croo. Pourquoi ce besoin de mettre ça par écrit? Est-ce que c'était pour aller plus loin que les enseignements que tu fais dans ton école? Est-ce que c'était pour prolonger la méthode Étienne de Croo? D'ailleurs, est-ce qu'au fil du temps, tu as été amené à modifier des choses ou à compléter des choses? Alors, beaucoup de questions en une. Alors, d'abord, je l'écris comme défi parce que je me suis dit, euh, je voulais poser dans ces livres les bases élémentaires. Parce que sans ces bases élémentaires, la méthode est peu accessible. Alors, bon, est-ce qu'ils sont tous là? Bon, l'essentiel y est. Euh, L'autre défi, c'était, je voudrais écrire quelque chose qu'une initiée pourrait dire, ah oui, je comprends, et quelqu'un qui a jamais touché à ça pourrait être curieux de tout ça et dire, ah tiens, ça pourrait m'intéresser. Bon, je ne sais pas si j'ai atteint mon but, mais c'est ça. Alors, dans ce qui concerne comment j'ai évolué depuis toutes ces années, parce que ça fait 40 ans que j'enseigne, et 40 ans et un peu plus, c'est de toute façon, les choses bougent parce qu'on est différent, il y en a en façon différente, donc on ne reste pas figé. Alors, parfois on bouge sans s'en apercevoir, parfois on bouge parce qu'on a envie
de le faire. Par contre, dans ces petits livres que j'ai écrits, j'ai mis les choses qui, à mes yeux, ne devraient pas bouger. Qui sont les fondamentaux. Voilà. Ok. Parce que sans ça, voilà, on enlève le socle de la méthode. Hmm. À quoi est-ce que doit faire attention un acteur ou un metteur en scène qui voudrait débuter en théâtre gestuel, qui voudrait démarrer sa carrière? Quels sont les points d'attention qu'il doit avoir? Tu parles d'un metteur en scène qui embauche des gens. Tu parles de ça, n'est-ce pas? Ouais, par exemple, un metteur en scène qui voudrait faire un spectacle de théâtre gestuel, quels sont les points d'attention qu'il doit avoir, selon toi? Oh, c'est un conseil difficile, ça, parce que ça supposerait que moi, j'ai, j'ai des meilleures idées que lui. Euh, Comment mettre en valeur le corps? On ne sait pas. J'ai vu les spectacles de Bob Wilson. Il a récemment au Théâtre de la Ville, il a fait un travail magnifique, naturellement. Les jeux, les mises en lumière étaient fantastiques, qui découpaient les corps presque comme dans une bande dessinée. Euh, il a demandé souvent aux acteurs des attitudes corporelles répétitives qui mettaient en valeur la silhouette tout le temps du corps. Il y avait du texte, là, Pessoa, et donc qui les disait, donc tout en bougeant, et donc on avait à tout ça, et voilà. Est-ce que il a fait le choix, par exemple, parfois des frontalités ou des profils. Donc voilà, c'est des choses, c'est des choix artistiques. Si vous dites à quelqu'un, fais que du face et du profil, il va penser, mais bon, voilà, un artiste comme lui, il l'a fait, et le résultat est naturellement, à mes yeux, très, 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 très aussi réussi. Si toi aujourd'hui tu devais recommencer ta carrière de zéro, si tu n'avais plus aucune connaissance là à l'heure actuelle Mm. sur le mime corporel dramatique, sur le théâtre gestuel, par où est-ce que tu démarrerais? Est-ce que tu referais le même parcours? Est-ce que tu modifierais des choses? Est-ce que tu irais vers certains maîtres en priorité? Aujourd'hui, tu dis, Ouais, aujourd'hui, aujourd'hui. aujourd'hui, je ne sais pas. Je pense que euh, je serais forcément attiré vers quelque chose qui est physique. Donc, j'aurais 20 ans aujourd'hui, 18 ans aujourd'hui. J'arrive forcément vers quelque chose de physique, entre acrobatie, théâtre physique, des choses comme ça, oui. Hmm. Le cirque t'a jamais intéressé? Alors, j'ai beaucoup de respect pour les cirques, et c'est quelque chose qui m'a toujours plu, mais je m'y suis jamais senti à l'auteur de ce monde, parce que je l'ai toujours vu au monde comme une famille, à tort, parce que j'ai eu des élèves qui ont fait du cirque, qui sont très contents, mais je l'ai toujours vu comme si il fallait être d'abord dans la famille de circassiens pour devenir circassien. À tort, naturellement. Mais voilà, je l'ai jamais vu comme une option. Mais est-ce que c'est pas aussi un petit peu le cas dans le théâtre et encore plus dans des petites familles comme le théâtre gestuel? Parce que j'imagine que si toi demain tu veux mettre en scène un spectacle, tu vas plutôt essayer de travailler avec des comédiens qui connaissent ton travail, qui connaissent ta méthode, qui savent ce que t'aimes, etc. Donc est-ce qu'il n'y a pas quand même une notion un petit peu de famille comme ça? Absolument. Il y a des familles partout. Dans les cinémas, il y a des familles. Dans les théâtres, il y a des familles. Et c'est vrai que toute la difficulté, c'est faire ces petits pas dans ces familles pour que quelqu'un puisse te reconnaître et peu à peu t'intégrer. Ça c'est partout pareil. Euh, la grande différence avec le cirque tel que je la sentais, moi, à l'époque, si je me remets à l'âge de 20 ans, que je le voyais comme une île euh, à part, comme un chapiteau qui vivent et qui se déplacent, euh, et qui vivent d'une toute autre réalité. Euh, Par exemple, aujourd'hui, c'est assez acquis, les gens font des cours pour devenir clown. Voilà, dans mon idée, un clown, c'est quelqu'un qui naît dans un cirque et qui fait
et qui est dans un cirque et qui, comment, pour des raisons, voilà, il y a l'exemple de Charlie Chaplin dans ses films qui deviennent plus malgré lui un peu. Il y en a des choses comme ça. Et donc, c'est toujours, d'abord, on a envie d'être dans cette famille, même s'il s'agit que de monter le chapiteau, et après, peu à peu, de faire quelque chose. Donc, je l'ai toujours vécu comme une sorte d'appartenance. C'est pour ça que je ne me suis pas orienté à mon époque vers le cirque. On approche de la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose sur la méthode Étienne de Croux qu'on n'a pas dite, un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais évoquer avant qu'on se quitte? Ben, on pourrait dire que la méthode Étienne Ducou, c'est une méthode d'une grande intelligence, extrêmement sophistiquée, extrêmement simple à comprendre. Ça prend du temps. On peut pas on peut la comprendre très vite, mais on l'assimile avec des heures et des heures et des années de travail, comme d'ailleurs toute forme artistique. Et là, la spécificité d'être, à mes yeux, euh, une des peu, voire la seule méthode de formation de l'acteur propre au théâtre occidental, qu'il aille cette capacité, cette courage de dire, voilà, on, on peut former les gens à travers une méthode qui les accompagnera, leur permettra de faire sien, de s'approprier d'un savoir-faire corporel qui puis, que après, l'acteur puisse les transposer dans les voies artistiques qu'il souhaite avoir. Est-ce qu'il y a une leçon que tu as apprise récemment, quelque chose que tu as compris de la vie, de la société, des humains en général? Oui, que mon chat profite toujours quand je suis en train de faire quelque chose. Ouais. Dire que, voilà, il faut donner importance aux choses, aux personnes. Et donc, voilà, il faut donner le temps. Oui, mon chat me le rappelle. Il faut donner le temps aux choses. Voilà. C'est la réflexion du moment. Et lui, il a besoin de son temps maintenant. Ça va être le moment d'aller lui donner du temps alors. Merci beaucoup, Ivan, et à bientôt. Merci à toi, Alex. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Avant de vous dire au revoir, laissez-moi vous rappeler que si le podcast vous a plu, vous pouvez nous laisser une note positive, nous écrire un commentaire ou encore vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous pouvez devenir adhérent du Bazar culturel. C'est la meilleure manière de nous soutenir et de nous permettre de vous proposer chaque semaine un contenu de plus en plus qualitatif. Sur ce, je vous dis à lundi prochain et en attendant, restez en mouvement.